The walls are peeling, the structure doesn't, and there's rust, random papers, books, and all kinds of debris lying everywhere. Lorsque l'ordre de perquisition du domicile de Rick Harrison a été initialement obtenu, ils ont supposé qu'il ne s'agissait que d'une enquête financière standard. Le FBI, cependant, n'aurait pas pu prédire qu'ils entraient dans le véritable enfer lorsqu'ils sont entrés dans le sous-sol du manoir. Ils ont découvert un corps sous une épaisse couche de briques récemment cimentée. Après avoir percé d'autres briques, le FBI a découvert de nombreuses victimes éparpillées dans le sous-sol. De nombreux agents ont dû retenir leur souffle à cause de l'odeur envahissante. Mais la vérité est apparue au moment où ils ont entamé la procédure d'identification. En plus du contenu horrifiant de l'histoire, le fait que le protagoniste était une personne bien connue qui était autrefois saluée comme un exemple de ténacité et de bon sens financier en a immédiatement fait l'objet d'une attention médiatique mondiale. Comment une personnalité de la télévision très appréciée a-t-elle pu faire l'objet de l'une des poursuites pénales les plus graves de l'histoire américaine ? La réponse n'est pas simple. Tout un réseau souterrain se cache derrière lui. Une sinistre histoire que Rick Harrison avait adroitement dissimulée derrière une façade sans faille pendant des années. Au lieu de commencer par un coup de feu ou une charge surprenante, la première enquête du FBI a commencé par une erreur de bilan. Début 2022, le prêteur sur gage d'or et d'argent de Rick Harrison a été identifié comme un possible suspect de fraude fiscale lors d'un audit régulier mené en collaboration avec le FBI et l'Internal Revenue Service. Les enquêteurs ont remarqué des anomalies, petites mais fréquentes, qui concernaient souvent des transactions financières et des matières premières dont la provenance était incertaine. Au début, les agents pensaient qu'il s'agissait simplement d'un autre cas typique d'évasion fiscale, l'un des centaines d'entreprises de taille moyenne du Nevada tentant de profiter des lacunes juridiques. Rick Harrison, cependant, n'était pas un homme d'affaires typique. Avec des millions de followers, il était une personnalité de la télévision nationale et le visage de l'industrie des antiquités en Amérique. Connu pour ses objets insolites, rares et hautement négociables, son magasin a été diffusé des centaines de fois à la télévision. Cela n'a fait que souligner à quel point ses dossiers financiers étaient insatisfaisants. Si quelqu'un loué pour son éthique d'entreprise se livrait à une activité secrète, cela impliquait que quelque chose de bien plus sinistre pouvait se produire. Une équipe dédiée du FBI était stationnée à Las Vegas pour surveiller de plus près les opérations financières du magasin. Un certain nombre de transactions douteuses ont été rapidement découvertes, notamment des objets de valeur tels que d'anciennes statues de Bouddha, des poteries chinoises du XIIIe siècle et des trésors égyptiens achetés sans provenance prouvée, ainsi que de nombreux transferts d'argent allant de 15 $, à 50 $, sans facture d'accompagnement. Certaines pièces correspondèrent de manière alarmante à des listes d'antiquités volées dans des institutions européennes, moyen-orientales et asiatiques. Le cas de Rick Harrison est devenu à haut risque en raison d'une circonstance spécifique. Dans le système d'alerte interne d'Interpol, son nom a été mentionné à plusieurs reprises. Découverte précédemment dans son magasin avant d'être mise en vente à Los Angeles, 3 antiquités auraient été volées lors de vols à main armée en Jordanie et en Syrie. Avant leur apparition à Las Vegas, des éléments similaires avaient disparu des zones de combat quelques mois auparavant, selon une étude interne du FBI. Entre-temps, les détectives ont commencé à fouiller dans les dossiers financiers liés à l'entreprise de Rick. Un réseau sophistiqué de transactions a été découvert. Après être passé par plusieurs niveaux de compte, la majorité de l'argent provenant de la vente d'objets a été enregistrée auprès de sociétés écrans au Belize, à Chypre et dans les îles Vierges britanniques, avant de finalement retourner aux États-Unis sous forme d'investissement personnel. Le montant prévu des fonds restitués a dépassé 7 millions de dollars en moins de 2 ans. Ce changement a changé le point de vue du FBI. Ils y voient désormais un possible stratagème de blanchiment d'argent massif plutôt qu'une enquête autonome pour fraude financière. En tant que point focal du réseau, Rick Harrison a amené les détectives à élargir leur enquête sur l'histoire des clients réguliers de grande valeur chez Gold & Silver. Cela a donné lieu à une révélation choquante. Au cours des années 2017-2021, au moins 5 personnes ayant traité directement avec Rick dans le cadre de transactions de grande valeur ont disparu. Tous ces cas n'étaient toujours pas résolus et, fait intéressant, aucun d'entre eux n'apparaissait dans aucun des documents officiels de Rick, même s'il n'existait actuellement aucune preuve concrète que Rick avait commis des crimes graves. Le FBI a dû le surveiller secrètement en raison du grand nombre de coïncidences. Pendant les 6 mois suivants, les agents ont été chargés de le surveiller de près en se concentrant sur sa propre propriété. Un grand domaine de 0 m² situé à la périphérie ouest de Las Vegas et gardé par un système de sécurité de pointe. Plusieurs livraisons étranges, au domaine au milieu de la nuit, ont éveillé des soupçons selon l'équipe de surveillance. Les véhicules banalisés transportent de gros colis en bois non étiquetés.
Quelques-uns des livreurs avaient des antécédents ambigus et avaient déjà fait l'objet d'une enquête pour leur éventuelle participation au commerce illégal d'antiquités. De plus, les plans architecturaux originaux ne prévoyaient pas au moins 3 emplacements sévèrement défendus à l'intérieur de la maison. Ce détail ne pouvait s'expliquer que par le besoin de cacher quelque chose ou d'échapper à la découverte. Ils ont obtenu un mandat de perquisition du FBI. Une perquisition a été menée au domicile de Rick Harrison le 17 avril 2024. Les conclusions ont non seulement stupéfié l'équipe d'enquête, mais ont également secoué les États-Unis dans leur ensemble. Il semblait inimaginable que ce qui avait commencé comme de petites irrégularités financières puisse conduire à une affaire de meurtre majeur et à une litanie d'accusations allant du blanchiment d'argent et de la contrebande d'artefacts à la planification d'un complot criminel mondial. Surtout, la personnalité publique méticuleusement entretenue de Rick Harrison, le sympathique ancien, a révélé une toute autre facette de lui au Revelation Château. D'un côté, il était la personnalité adorée de la télévision, doté de vastes connaissances et d'un sourire agréable. Au contraire, il était au cœur de l'affaire pénale la plus odieuse jamais vue dans le secteur de la télé-réalité en Amérique. Derrière le mystère se cache la maison de Rick. La maison de Rick Harrison, située dans la banlieue aisée de l'ouest de Las Vegas, était autrefois saluée par les publications sur le style de vie comme le rêve d'un passionné d'histoire devenu réalité. De l'extérieur, tout semblait tout à fait normal. La propriété dispose d'une immense piscine à l'arrière, d'épais portails en fer, d'une limite isolée avec des arbres et d'un garage suffisamment grand pour accueillir 4 voitures de luxe. Il fait plus de 2 acres. L'élégance subtile et le raffinement d'un millionnaire de la télévision étaient évidents à tous points de vue. Élégant, isolé et enviable. Les agents du FBI l'ont ensuite qualifié de cauchemar d'architecte caché sous cette façade bien cirée. Aux petites heures du 17 avril 2024, le FBI a envahi la maison avec un mandat de perquisition et une équipe d'assistance médico-légale a été alertée. Ils s'attendaient à trouver des preuves financières, des documents et peut-être des reliques de contrebande. Mais au-delà des portes lourdes et scellées, personne n'était psychologiquement prêt à affronter ce qui l'attendait. Il y avait une bizarrerie inexplicable dans l'air dès l'instant où les enquêteurs sont entrés. Bien qu'opulentes, les chambres étaient froides. Spirituellement, pas en température. La maison dégageait une étrange impression de vide, comme si personne n'y était réellement occupé. Il y avait des pièces avec des rideaux épais qui ne montraient aucune trace d'occupation. De nombreux endroits présentaient des preuves d'être anormalement sécurisés ou fermés. C'est dans la cave à vin, accessible uniquement par le propriétaire, que les enquêteurs ont découvert au rez-de-chaussée plusieurs grandes caisses en bois. Il n'y avait pas de vin dans ces cartons. Ils contenaient plutôt des objets uniques portant les logos de musées d'Asie, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, dont certains étaient enveloppés de velours. Les documents juridiques étaient absents de la majorité de ces choses. Les descriptions de nombreux objets volés lors de vols à main armée entre 2016 et 2022 concordent. Cependant, le véritable cauchemar a commencé lorsqu'un agent a découvert la zone cachée de la bibliothèque privée de Rick derrière un faux mur. C'était une petite pièce sans fenêtre, fermée et d'un silence obsédant. Une bâche a été placée sur un corps en décomposition. Le cadavre n'avait aucune pièce d'identité, mais il comprenait une vieille montre qui a finalement été identifiée comme appartenant à un collectionneur disparu en 2019. Cette découverte a déclenché la procédure unique du FBI. Le manoir était fermé de l'extérieur. En plus d'élargir le mandat de perquisition, des équipes médico-légales ont été envoyées en force. Au cours des 48 heures suivantes, 24 autres corps ont été découverts. Certains enterrés sous des planches creuses, d'autres cachés dans le stockage du sous-sol et d'autres cachés dans des endroits non inclus dans le plan original du manoir, ce qui suggère que Rick Harrison les avait construits illégalement pour cacher les morts. Certains étaient là depuis plus de 5 ans et tous les restes étaient dans des états de décomposition variables. La plupart des victimes étaient des hommes âgés de 32 à 50 ans, selon les investigations médico-légales. Certaines ont été reconnues comme des personnes disparues provenant d'états voisins, tandis que d'autres n'étaient pas facilement identifiables en raison de la perte de tissu mou ou d'empreintes digitales. Malheureusement, beaucoup de victimes présentaient une caractéristique. Soit ils traitaient avec Rick sur une base commerciale dans le cadre de transactions illégales d'artefacts, soit ils étaient associés aux prêteurs sur gage d'or et d'argent. De plus, la police a trouvé sur place des centaines de notes manuscrites qui, selon elle, provenaient du journal personnel de Rick. Ces notes expliquaient ses sentiments, ses évaluations et ses intentions à l'égard des personnes avec lesquelles il avait traité dans le cadre de transactions commerciales importantes. C'était effrayant de lire certaines entrées. Ses connaissances sont excessives. Pas digne de confiance, il faut s'en occuper maintenant, c'est dangereux, mais le jeu en vaut la chandelle.
Sur la base de ces remarques, les enquêteurs sont parvenus à une conclusion qui donne à réfléchir. De plus, Rick Harrison était plus qu'un simple homme d'affaires corrompu. Il pourrait très bien s'agir d'un meurtrier en série systématique et délibérée. Une autre découverte troublante était la galerie dite cachée. Au sous-sol, complètement coupé du système électrique principal et accessible uniquement avec des serrures biométriques, se trouve une zone insonorisée. Des objets étranges ont été découverts par les enquêteurs. Les effets personnels des victimes, leurs cartes d'identité, leurs photographies et même des objets qui ressemblaient à des prix ont été saisis après leur disparition. Certains ont qualifié cela de monument macabre. Mais le FBI y a vu la preuve d'un schéma psychiatrique de meurtre cyclique. Le délinquant a utilisé cette stratégie pour garder le contrôle sur les souvenirs de chaque victime. Rick Harrison n'a pas paniqué lorsqu'il a été arrêté. Il était incroyablement silencieux, a déclaré un agent, sans explication ni résistance. Il est resté là pendant que les flics encerclèrent la maison qui témoignait autrefois de sa prospérité. Le calme étrange de Rick n'a fait que renforcer l'idée que ses actions étaient planifiées et intentionnelles. Que même de la part de ses amis les plus proches et de sa famille, il le faisait secrètement depuis des années tout en sachant précisément ce qu'il faisait. Presque immédiatement, l'affaire a attiré l'attention nationale. Le public a été choqué d'apprendre qu'une personnalité populaire de la télévision, à laquelle des millions de personnes avaient lié confiance et adoré, menait une double vie depuis plus de 10 ans. Avec les caméras et les journalistes envahissant les portes du manoir, les médias ont afflué à Las Vegas. C'était autrefois une escapade somptueuse, mais c'est soudain devenu le théâtre de l'un des crimes les plus horribles de l'histoire de la télé-réalité. Chaque porte de la maison s'ouvrait pour révéler d'autres couches de mystère. Plus la police approfondissait l'affaire, plus elle voyait comment Rick Harrison avait transformé sa propre maison en une dangereuse archive cachée. Un endroit où la véritable nature de son empire, fondée sur le sang et la tranquillité autant que sur l'argent et l'intellect, était cachée. Outre le fait qu'il y a eu 25 victimes au total, ce qui a consterné le public, c'est que Rick ait vécu avec leur corps, comme s'il n'existait ou pas. Les discussions brutales qui ont caractérisé sa carrière de plusieurs décennies dans le monde périlleux de la vente d'antiquités semblaient avoir embrassé la mort comme un élément nécessaire du processus. Ainsi, la question demeure, tordue comme un couteau dans l'esprit collectif. Comment un homme a-t-il pu mener deux vies ? L'un sous les projecteurs de la télévision, l'autre dans l'obscurité glaciale du meurtre prémédité, et pendant plus de 10 ans, personne n'y a prêté attention. Le troisième était la révélation du réseau souterrain illégal. Selon les enquêteurs, la partie inondée du domaine de Rick Harrison pourrait être plus profonde et plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé au départ, et ce qu'ils avaient de découvert n'était que la pointe de l'iceberg. Les morts constatées ne pouvaient pas être le produit d'une explosion de colère écrasante ou de la révolte d'un seul fou. Tout était trop méthodique, trop silencieux et trop parfait. Sur cette base, le FBI a tiré une conclusion qui devait être confirmée. Non seulement Rick Harrison était un tueur, mais il était également la figure centrale d'un réseau criminel mondial qui utilisait les antiquités comme prétexte et coûtait des vies pour faire fonctionner l'entreprise. Un système de communication fermé, utilisant des plateformes anonymes telles que EncroChat et Sky UCC, a été découvert par le FBI et Europol après avoir décrypté les données électroniques récupérées dans le manoir, notamment des téléphones, des disques durs et des serveurs personnels cryptés. Des centaines de messages envoyés directement depuis les appareils de Rick ont été trouvés. Ces lettres comprenaient des informations sans ambiguïté, des lieux de livraison, des symboles de valeur, des codes d'articles et des conditions de paiement mystérieuses comme la formule sanguine, les grains de riz noir et l'argot de l'or utilisé dans les transactions illicites d'antiquités. Au moins 12 personnes connues durant des relations de Rick avaient des antécédents criminels liés à la contrebande d'artefacts. Ces personnes appartenaient à des organisations criminelles opérant en Égypte, en Irak, en Turquie et dans les Balkans. 2 d'entre eux, connus sous les pseudonymes de Farouk et Esman, figuraient notamment sur la liste des notices rouges d'Interpol. Ces 2 accusés étaient soupçonnés d'avoir orchestré le vol d'environ 300 antiquités du Musée national syrien pendant la guerre civile, selon un rapport interne de 2020. Rick Harrison a pu établir sa position centrale dans ce réseau en organisant les livraisons, en négociant les tarifs et en communiquant directement avec eux. Ce qui est encore plus troublant, c'est que le FBI a découvert que Rick n'achetait pas seulement des antiquités rares. Avant leur mise sur le marché, il s'occupait personnellement du lavage de ces produits, évaluait leur viabilité juridique et cherchait comment les légaliser. En d'autres termes, Rick était un membre essentiel du réseau puisqu'il n'était pas seulement un intermédiaire de liquidité mais également un consultant qualifié. Un modèle triangulaire a été utilisé dans l'opération de contrebande, a indiqué le FBI.
source d'approvisionnement principalement en provenance d'Europe de l'Est et des zones instables du Moyen-Orient, intermédiaire de distribution, centres importants en Europe, notamment en Belgique, en France et en Suisse, marchés finaux, notamment la Chine et les États-Unis. Grâce à son prêt sur gage Gold and Silver, Rick a servi de porte d'entrée aux États-Unis, où il a blanchi des articles illégaux. Il a importé les pièces aux États-Unis sous l'apparence d'une véritable collection et les a ensuite vendues à des collectionneurs ultra riches ou lors de ventes aux enchères privées. Selon les estimations, Rick Harrison a légitimé au moins un 147 objets inestimables entre 2016 et 2023, ce qui a donné lieu à des transactions totalisant plus de 19 millions de dollars. Parmi ces trésors figurait une sculpture de lion antique d'Arménie, 2 coupes à vin en bronze de la dynastie Zhou en Chine, une statue de Bouddha du VIe siècle provenant du nord de l'Inde et une copie presque complète du livre des morts égyptiens qui aurait été volé à Luxor en 2011. Le droit international interdit l'utilisation de ces reliques à des fins commerciales. Rick, cependant, a pu aller au-delà des mesures de vérification grâce à sa réputation d'autorité. L'ensemble du réseau était géré dans le plus grand secret. Les transactions étaient effectuées via des intermédiaires, les paiements étaient effectués par l'intermédiaire d'entreprises offshore des Caraïbes et les produits étaient envoyés avec de faux documents créés dans des ateliers roumains ou hongkongais. Les 25 cadavres découverts dans la maison que Rick Harrison avait construite avec l'argent de ses crimes sont les restes de ceux qui ont osé protester ou remettre en question son entreprise. Un exemple en est l'histoire du collectionneur espagnol Javier Montes qui a rencontré Rick puis a disparu à Las Vegas en 2020. Selon sa femme, Rick lui avait donné des reliques et Javier avait exprimé ses inquiétudes quant à leur provenance douteuse. Et puis il a disparu sans laisser de traces. Ses dents ont été analysées à l'aide de l'ADN, confirmant que ses os faisaient partie des 25 victimes découvertes dans la maison de Rick. Dans un autre cas, l'écrivaine indépendante canadienne Valérie Chen a été engagée. Elle avait écrit des articles critiques sur la manière dont les entreprises américaines du porno pouvaient exploiter les failles juridiques pour commercialiser des produits interdits. 4 mois après que Valérie ait tenté d'interviewer Rick, elle a disparu au Nevada. Son ADN a été lié par le FBI à l'un des restes féminins découverts dans le sous-sol de Rick. De tels cas présentent une image sombre. Rick était prêt à assassiner quiconque remettrait en question le système qu'il défendait, en plus de détruire les entreprises rivales. Pour préserver l'or, il faut enterrer les creuseurs sous terre, a écrit Rick dans un journal trouvé pendant la chasse. De plus, Rick n'a pas agi seul, selon l'enquête du FBI. Il avait des gens qui connaissaient ou soupçonnaient certains aspects de la vérité, appelés complices. Un certain nombre d'acteurs de premier plan du secteur des antiquités ont été cités à comparaître, notamment un conseiller de musée bien connu à New York et un spécialiste des ventes aux enchères qui avait auparavant travaillé pour Sotheby's. On pensait que ces personnes aidaient à vérifier la provenance d'objets douteux. Même s'ils n'ont pas encore été inculpés, la liste des suspects ne cesse de s'allonger. La réputation de Rick lui-même fait partie de la solution. Rick disposait d'un bouclier médiatique inhérent puisqu'il était une célébrité à la télévision. Il a été présenté à la télévision comme un homme calme et curieux qui s'intéressait à l'histoire. Il a donné des conférences, participé à des expositions et entretenu des liens positifs avec des institutions historiques respectables. Le scepticisme a rapidement balayé tout soupçon à son encontre. L'artiste contrebandier Rick Harrison, inimaginable, le caractère même du commerce des antiquités représente la part restante. Légalité et illégalité sont souvent confondues dans notre environnement. Très peu de choses peuvent remonter jusqu'à leurs débuts exacts et la vérification dépend généralement davantage de la confiance humaine que de documents impartiaux. Dans ce cas-ci, Rick était à la fois un participant au système et un réviseur de ses règlements. Lorsque ce réseau a été découvert, la situation de Rick Harrison est devenue bien plus qu'un simple scandale privé. Dans la lutte mondiale contre la contrebande culturelle, il a introduit un nouveau chapitre des échecs dans lequel les voleurs portent des costumes au lieu de masques, apparaissent sur les scènes de télévision et sourient tout en discutant de l'importance de l'histoire. Outre l'horreur des 25 morts, les premières conclusions du FBI ont suscité une inquiétude plus importante et plus inquiétante pour le peuple américain. Quel nombre de personnes? Le nombre d'artefacts? Dans un réseau de musées, combien de Rick Harrison font-ils office de plus que la tête du dragon? La double existence de Rick Harrison. Le nom de Rick Harrison était bien connu à la télévision. Il donnait l'impression d'un homme d'affaires calme et intelligent qui abordait les problèmes avec beaucoup d'informations et de sang-froid. Qu'il s'agisse de pièces de monnaie romaines ou d'armes de la guerre civile, Rick se présentait comme un expert accessible qui non seulement évaluait les artefacts, mais expliquait également leur signification culturelle. Il était unique parmi les stars de télé-réalité pour cette raison.
Il était observé à des fins éducatives autant que ludiques. Cependant, la question de savoir comment un homme pouvait mener une double vie aussi drastique pendant plus de 10 ans a été soulevée lorsque le FBI a découvert ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison de Rick. Un modèle éthique d'un côté et un meurtrier en série de l'autre. Les prouesses d'acteurs et la ruse ne sont pas elles seules la solution. Cela approfondit. La vie entière de Rick Harrison a été planifiée pour lui permettre de garder le contrôle de tout, même de la façon dont les autres le voyaient. Non seulement il s'agissait d'une mascarade, mais il se divisait délibérément en plusieurs personnalités, dont chacune fonctionnait précisément. Les entrées de lettres de journal méticuleusement conservées dans le tiroir de son bureau et d'autres documents personnels découverts dans sa succession montraient que Rick Harrison n'était pas la même personne que la personnalité publique. La pression de maintenir une image publique, le sentiment d'être étouffé par une adoration artificielle et plus important encore, la création d'un lieu privé où je peux faire ce que je veux sans la permission de quiconque sont autant de sujets qu'il aborde dans ses œuvres. Une entrée était effrayante, mais ce n'était pas une confession. La reconnaissance fut calculatrice et glaciale. Rick le reconnut aussitôt. Son obscurité intérieure n'a pas été niée. Sous les projecteurs des célébrités, il vient d'apprendre à le dissimuler dans un endroit que personne ne devinerait jamais. Selon les spécialistes en psychologie criminelle qui ont examiné le cas, Rick Harrison ne répondait pas aux critères d'un meurtrier impulsif ou incontrôlable. Il s'agissait plutôt d'un manipulateur très intelligent et accompli qui maintenait des routines parfaites comme couverture et présentait les caractéristiques d'un meurtrier organisé. Ainsi, il pouvait vivre, travailler et faire de fréquentes apparitions à la télévision tandis que les restes de ceux qui avaient résisté ou mis en danger le réseau souterrain qu'il contrôlait gisaient à quelques mètres au-dessous de lui. Ces meurtriers se caractérisent par une préoccupation de pouvoir total, tant dans leurs actions que dans leurs pensées. La contrebande de Rick ne se limitait pas à des antiquités. Il veut un contrôle total sur l'entreprise, y compris sur les prix, l'approvisionnement et la réputation des vendeurs. S'il y avait quelque chose de précieux, Rick devait décider combien cela valait. Sa réaction au danger était directement influencée par cette façon de penser. Parce que les victimes ont interféré avec le fonctionnement efficace du système que Rick avait établi, elles ont été tuées plutôt que par animosité personnelle. Les erreurs étaient en ce qu'elles étaient, et Rick les traitait en s'en débarrassant silencieusement et sans se sentir comme le composant défectueux d'une chaîne de fabrication. Les enquêteurs ont découvert que Rick conservait de nombreux objets personnels de ses victimes, notamment des bijoux, des montres-bracelets, d'anciens billets d'avion, des reçus d'hôtel et des photos de famille. Ces objets étaient conservés dans une zone cachée dans des vitrines en verre dans lesquelles seul Rick pouvait entrer avec son empreinte digitale. Selon Rick, qui l'a noté sur une feuille de papier, il s'agissait de son véritable registre et le FBI l'appelait ses archives de souvenirs criminels. Dans le vrai livre de comptes, je compte ceux qui ne méritent non pas la vie, plutôt que l'argent. Bien qu'elle soit dégoûtante, la collection compulsive de Rick a montré une autre facette de sa nature. Il a assassiné pour se souvenir plutôt que pour éradiquer. Comme une pièce de monnaie romaine ou une arme à feu du XVIIIe siècle, Rick chérissait ses réalisations dans le monde souterrain. Les récompenses étaient des vies humaines, mais cette fois seulement. Il n'y a eu aucune tragédie personnelle ou traumatisme vécu dans l'enfance qui a provoqué la division de TV Rick et Dark Rick. Les études psychologiques commandées par le FBI indiquent que Rick a eu une éducation typique, exempte de mauvais traitements et de maladies mentales. Il a cependant montré les premiers signes d'une fixation sur la domination. Il détestait être interrogé, voulait gagner et aimait prouver aux autres qu'ils avaient tort. Ses professeurs au lycée disaient qu'il était un enfant calme qui ne faisait pas grande impression sur les autres, mais qui voulait toujours être le seul à avoir la bonne réponse. Rick n'était pas surpris par sa renommée. C'était un outil. Rick n'a jamais commis d'erreurs graves au cours des 10 années de Pawn Stars. Il évitait les tabloïds, réglementait le contenu et ne faisait des apparitions que lorsqu'il était à son meilleur. Cela démontrait sa profonde compréhension du pouvoir de la perception et la manière dont il l'exploitait pour se protéger de tout examen minutieux. Lorsque la réalité s'est révélée, c'est cette maîtrise de la gestion de l'image qui a surpris le public. Rick était un exemple de fiabilité. Il n'était ni un reclus, ni une personne manifestement troublée. Le fait que même un symbole de confiance puisse être un tueur sans cœur a ébranlé la pierre angulaire du sentiment de sécurité de la société. Les Américains de la classe moyenne qui soutenaient le travail acharné et l'idée de créer de l'argent à partir de rien constituaient la majorité du public de Rick. Parce que Rick était un exemple vivant de cet idéal, ils le respectaient. Ils se sont sentis trompés par cet exemple, comme si Rick avait non seulement assassiné des gens, mais aussi ruiné leur confiance dans les médias et dans le récit du succès. Cette division, cette dualité, ne s'arrêtait pas à Rick en tant que personne.
Cela reflète également l'industrie de la télé-réalité. Un monde dans lequel tout peut être fabriqué, raffiné et modifié pour paraître plus authentique qu'il ne l'est réellement. Afin de construire une image parfaite de lui-même à laquelle même lui commençait à croire, Rick l'a reconnu et l'a utilisé. D'un autre côté, le véritable Rick était celui que le FBI avait découvert dans sa maison. C'était le type qui valorisait la vie humaine, pas les objets. Comme le montrent les 25 cadavres découverts dans sa résidence, il exigeait parfois le meurtre en guise de paiement. Impact des médias et réponse du public. L'annonce officielle du FBI, selon laquelle 25 morts avaient été retrouvés dans la maison de Rick Harrison, a ébranlé la nation. Mais l'horreur du public ne s'est pas limitée à la nature macabre des meurtres ou au nombre écrasant de victimes. Tout le monde a été choqué par le nom associé à l'affaire. Un personnage bien connu qui passe à la télévision depuis plus de 10 ans est soudainement révélé comme l'un des meurtriers en série les plus rusés de l'histoire de la télé-réalité. Au début, la famille de Rick a été la cible de l'indignation du public, en particulier Corey Big Hoss Harrison, son fils biologique et co-star de longue date sur Porn Stars. Non seulement il était l'héritier biologique de Corey Rick, mais il était également l'héritier direct de son héritage télévisuel. Corey a été immédiatement soupçonné, surveillé et agressé personnellement lorsque son père a été accusé d'être un meurtrier en série, l'exploitant d'une organisation internationale, d'un réseau de contrebande et un homme gardant une seconde vie dans la maison familiale. Les médias ont immédiatement demandé des réponses. Est-ce que Corey le savait ? Sur Pornstar, Corey était considéré comme une personne joyeuse, quelque peu simple, qui soutenait constamment son père dans des transactions importantes. Il était difficile pour beaucoup d'accepter que Corey n'ait rien vu d'extraordinaire à propos du père de son collègue puisque le programme a duré plus de 10 ans et comptait plus de 500 épisodes. Il y avait deux groupes dans la perception du public. Tous deux étaient sympathiques, considérant Corey comme une victime. Tandis que le plus critique impliquait que Corey aurait pu le savoir mais avait choisi de rester silencieux pour son propre bénéfice. Lors de sa seule apparition publique après l'événement, Corey a déclaré « Je ne savais pas » aux caméras pendant un court instant. « Je n'aurais pas été là aujourd'hui si j'avais su. Je suis son fils, pas son collaborateur, mais ses propos n'ont pas suffi à mettre un terme aux soupçons. » Certains utilisateurs en ligne ont extrait des interviews antérieures, analysé des extraits de programmes et recherché des indices sur les actions de Rick que Corey aurait pu voir. Quant à l'équipe de production de Pornstar, ce qui était certain, c'est que la réputation de Corey, qui était auparavant celle d'un héritier dévoué, était désormais entachée de méfiance. Le fait qu'ils aient travaillé, filmé et interagi avec un tueur pendant plus de 10 ans sans que personne ne se doute de quoi que ce soit, les a aussi choqués que les meurtres eux-mêmes. Rick a toujours été responsable de toutes les activités en coulisses, y compris la planification et le montage du scénario selon un assistant de production anonyme interviewé par The Hollywood Reporter. Il était généralement à l'heure, professionnel, et ne se mettait jamais en colère, mais il n'était jamais vraiment aimable. Avec le recul, cette sérénité est ce qui est si horrible. Pornstars était l'une des franchises les plus lucratives et les plus anciennes du réseau, mais lorsque la controverse a fait surface, History Channel a été contrainte d'interrompre définitivement le programme. Les contrats relatifs à la distribution mondiale, à la publicité et même aux visites de magasins ont tous été annulés en moins de 10 jours. Après avoir travaillé sur le programme depuis le début, plusieurs membres du personnel de longue date ont été brusquement licenciés. Selon un caméraman, « J'ai l'impression d'avoir contribué à créer un monstre médiatique ». La vraie boutique pornographique d'or et d'argent, qui était autrefois une destination touristique populaire à Las Vegas, a également été fermée pour une durée indéterminée. Alors que la structure était fermée pour examen, les visiteurs l'évitaient complètement. Avant, les gens allaient au magasin pour acheter un petit souvenir et peut-être même rencontrer Rick Harrison, mais maintenant, ils voulaient oublier qu'ils y étaient déjà allés. Rick a laissé sa famille en ruine. Bien qu'elle apparaisse périodiquement dans des films en coulisses, sa femme a disparu de la vue du public et aurait fui le Nevada. Aucun de ses autres enfants ne parlait non plus. Selon certaines informations, il aidera les enquêteurs à identifier les biens familiaux obtenus par des moyens illicites. Conditions préalables pour éviter toute responsabilité pénale, procès et punition. Fin mars 2025, Rick Harrison a été officiellement inculpé de 29 chefs d'accusation, notamment entrave à l'application de la loi, blanchiment d'argent, contrebande d'antiquités, meurtre au premier degré et gestion d'un réseau criminel organisé. Après une enquête qui a duré plus de 3 mois et auquel ont participé plus de 70 enquêteurs fédéraux et spécialistes en criminologie, la procédure d'inculpation a été accélérée. Le FBI avait découvert 25 cadavres soigneusement dissimulés dans la propriété de Rick Harrison, devenu un terrifiant musée de la mort, et il ne faisait alors aucun doute qu'il était l'acteur principal d'une série de meurtres planifiés.
Face à une énorme couverture médiatique mondiale et à une sécurité stricte, le premier procès a débuté le 18 septembre 2024 devant la Cour fédérale du Nevada. Pour la télé-réalité, les médias l'ont qualifié de procès du siècle. Il a été autorisé que près de 200 journalistes couvrent l'affaire en direct depuis l'extérieur de la salle d'audience. Avec une couverture qui a examiné tous les aspects de la procédure, CNN, NBC et CBS ont proposé des commentaires quotidiens. Aucune célébrité américaine de télé-réalité n'a jamais été confrontée à autant d'accusations et à autant de preuves. Tout a commencé par une remarque inquiétante de Maria Lopez, la procureure principale du Nevada. Rick Harrison, l'accusé, n'est pas seulement un tueur. Il a créé un empire criminel. Il a utilisé le sang et les os de ses victimes pour poser chaque brique de sa maison. 3 points clés ont servi de fondement à la thèse de l'accusation. Des preuves non tangibles provenant du lieu du crime, notamment des cahiers, des effets personnels et les ossements des victimes, informations électroniques telles que des enregistrements privés, des communications cryptées et des photos issues de la surveillance interne. Des personnes qui avaient échangé des objets avec Rick ou qui avaient été intimidées par lui ont témoigné. Lorsqu'une information a été divulguée au tribunal, toutes les personnes présentes dans la salle sont restées silencieuses, sous le choc. Devant l'une de ses vitrines de trophées dans la bibliothèque de sa maison, Rick Harrison est filmé en train de caresser un collier qui s'est avéré par la suite être celui de la victime, Valérie Chen. Rick n'a rien dit dans la vidéo, mais le jury a été refroidi par la manière paisible et sans émotion avec laquelle il a regardé l'objet. Sous la direction du célèbre avocat Peter O'Donnell, la défense a utilisé 2 tactiques. Elle a nié les allégations de meurtre et a remis en question la validité de l'enquête. Selon leur argument, Rick Harrison a été victime d'un complot visant à ruiner sa fortune et sa réputation, et une grande partie des preuves pourraient avoir été inventées. O'Donnell a souvent qualifié l'affaire de procès médiatique, dénonçant la manière dont le public et les médias avaient déclaré Rick coupable avant qu'il ne puisse présenter sa défense. Mais la pile de preuves était trop solide pour que ces arguments puissent être vaincus. En réponse aux preuves solides présentées par l'accusation, la défense a modifié sa stratégie et a suggéré que Rick aurait pu souffrir d'un traumatisme psychologique non résolu ou d'un trouble dissociatif de l'identité. Cette affirmation a été réfutée par un certain nombre de tests psychologiques et de données médicales du FBI. Rick était déterminé à être mentalement apte à subir son procès, puisqu'il n'avait aucun antécédent de maladie mentale et qu'il était pleinement conscient de ses actes. La décision inattendue de Rick Harrison d'être autorisé à se défendre devant le tribunal a été le point culminant du procès. Il a parlé d'une voix ferme, a rejeté toutes les allégations de meurtre et a établi un contact visuel direct pendant plus de 40 minutes. « Je m'appelle un homme d'affaires, dit-il. Je suis marchand d'antiquités. Je ne tue pas les gens. Les choses que vous prétendez sur moi, le manoir et les cadavres, sont toutes inventées ou font partie d'un complot. » Mais le jury n'a été rendu que plus hostile par ses dénégations. Les nombreuses preuves trouvées dans sa résidence contrastaient dramatiquement avec son manque de choix, son absence de regret et son détachement total de la réalité des meurtres. Les déclarations des témoins ont resserré encore davantage l'étau juridique qui l'entourait. Rick aurait menacé un ancien employé qui en savait trop, selon le témoignage de l'individu. Rick a vendu certains objets et un spécialiste des enchères a reconnu qu'il avait été payé pour fabriquer leur provenance. Selon un écrivain qui avait collaboré avec Valérie Chen, quelques semaines avant sa disparition, Valérie avait enquêté sur Rick et avait exprimé son inquiétude pour sa sécurité. Une décision unanime a finalement été rendue par le jury, composé de 12 membres, après plus de 80 séances et environ 7 semaines de procédure. Rick Harrison a été accusé de contrebande, de blanchiment d'argent et de gestion d'un réseau criminel mondial, en plus de meurtres au premier degré, pour chacune des 25 victimes reconnues. La punition a été infligée, la prison à vie sans possibilité de libération. Le tribunal a également ordonné que la maison de Rick, le prêteur sur gage d'or et d'argent, les comptes bancaires étrangers et une collection d'antiquités valant des millions de dollars seraient tous saisis. Rick ne se retourna pas alors qu'on le conduisait hors de la salle d'audience. Il partit avec un air résigné, non pas comme un homme trompé, mais comme quelqu'un dont les secrets ont été révélés. Il a disparu à travers les portes d'acier avec un visage dénué d'émotion, emportant avec lui une histoire que l'Amérique souhaite oublier, mais ne le fera jamais. En plus de sa propre disparition, la transformation de Rick Harrison d'une star de la télévision nationale en un tueur en série condamné et le cerveau derrière un réseau mondial de contrebandiers d'antiquités a laissé un héritage négatif pour le secteur de la télé-réalité et plus généralement pour le sentiment de confiance et de vérité du public. Le jugement a été rendu
Le procès s'est terminé, mais le cas de Rick Harrison continue de diviser la société américaine. Le nom de Rick Harrison est désormais un exemple bien connu de personnalité publique contradictoire dans les milieux universitaires, les conférences de presse et les écoles de journalisme. Cela rappelle clairement à quel point le public et le secteur de la télévision n'ont pas réussi à voir derrière cette façade polie. Selon vous, quel est le cas? Quel est l'aspect le plus effrayant? Je serais intéressé d'entendre vos opinions, alors partagez-les dans la section commentaires ci-dessous. Parce que parfois la réalité est bien plus effrayante que la fiction, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, de liker et de vous abonner pour ne plus rater d'incroyables histoires. La prochaine vidéo